Je suis Hervé Di Rosa, né à Sète, et je suis artiste peintre. J'ai été nourri par tout ce qui était populaire. Il n'y avait pas de musée. Aujourd'hui, on a 3 musées, on a des scènes nationales et tout ça. Donc, ma culture, elle était quoi? Elle était à travers les magazines de bande dessinée, à travers les pochettes de disques de rock. J'ai découvert le pop art et Andy Warhol avec la pochette du disque du Velvet Underground ou du Sticky Fingers des Rolling Stones. Je suis arrivé à Paris, je devais avoir 18 ans. C'est la première fois que je suis allé à Beaubourg, la première fois que je me suis retrouvé devant une œuvre réelle. Et j'ai compris qu'une œuvre réelle, c'était pas une reproduction comme dans un livre, comme dans un livre d'art, qui ressemblait plutôt à une case de bande dessinée, mais que c'était un objet en soi. Moi, je m'ennuie vite. Donc, mon but, c'est de ne pas m'ennuyer et de ne pas ennuyer les autres. Mon travail, c'est de transférer de l'énergie. J'ai toujours collectionné. Et je me suis toujours intéressé aux marges, aussi bien dans l'art. Et bien sûr, les premières marges qui m'ont intéressé, c'est grâce à Jean Dubuffet avec l'art brut. Mais je ne suis pas un homme de cette époque-là, donc il y en avait d'autres. La bande dessinée, la science-fiction, l'illustration, la musique populaire anglo-saxonne, etc. Donc déjà, je collectionnais tout ça. Et du coup, on a créé ce musée, le MIAM, le Musée international des arts modestes. La route enchantée, comme chante traînée. Tout le monde a son petit coin de collection modeste. Alors ça peut être à la salle de bain, dans le cabinet de toilette, mais tout le monde a son étagère avec ses souvenirs. C'est vraiment une notion universelle qui transcende les classes sociales, les âges et tout ça. Il faut suivre les flèches, le fil rouge, les Corécourt, le Furet, la Santa Maria, les flèches aztèques, la pique révolutionnaire, la chambre de Mara. Vous allez voir maintenant un personnage exceptionnel, mon ami Bernard Belluc, cofondateur du MIAM, que j'ai rencontré en 1990 et qui, grâce à son être, à sa pensée, à sa vie, à ses collections, m'a donné l'idée et m'a permis de réaliser ce musée international des arts modestes. Bernard peut paraître fantasque, il représente tout ce que je ne suis pas. Il représente un imaginaire, une nostalgie, des aspects psychanalytiques, freudiens, et d'ailleurs il en parle, toute cette partie un peu transcendantale, psychologique, spirit, et même mystique, je dirais, qui n'est pas dans mon approche de l'art modeste. Et soudain apparaît l'horrible King Kong. Il a la bave aux lèvres et la banane comme canon. J'ai envie que vous tous puissiez le rencontrer. C'est un grand collectionneur, c'est le seul et premier artiste modeste, c'est mon ami Bernard Belluc. Et on va le rencontrer maintenant. Ne dis pas aux copains que je t'aime plus que tout. Ne dis pas aux copains ce qu'il y a entre nous. On s'est tant moqué d'eux au sujet de l'amour qu'ils seraient trop heureux de bien rire à leur tour. Ne dis pas aux copains qu'on ne vient que tous les deux. Ne dis pas aux copains que je fais ce que tu veux. Et que j'ai du chagrin quand je ne te vois pas. Ne dis rien aux copains, ça ne les regarde pas. Quand j'étais petit, j'étais pareil, j'étais même tout petit, puisque je suis né par une césarienne à 7 mois. Je faisais 1,5 kg et j'avais des poils de partout. Voilà, ça commence comme ça. Et moi, on m'a arraché de mon ventre, là. Et oui, moi, j'étais bien, là. Et on m'a arraché de mon ventre, et puis depuis, je ne cesse, en définitive, de retrouver mon ventre. Alors c'est pour ça que je me suis fait cette habitation qui ressemble parfois un peu à une grotte. Et puis je suis né avec la frayeur, avec la frayeur, dans un gouffre de sang. Voilà, bon, enfin. Et après ça, enfin, j'ai été très émotif, tout.
j'ai commencé à bégayer, mais bégayer violemment, je ne pouvais pas parler. Après une chute d'escalier, là j'ai eu le goût du sale, là. C'est bizarre ce liquide rouge là. Et là, je ne pouvais plus parler, donc je m'isolais un peu. Oh, mais j'étais quand même un peu turbulent avec les camarades. Mais enfin, bon, à la maison, moi, je me racontais mes petits univers avec, c'est pas moi, des graines des carrés de sucre les uns sur les autres devenus une maison. Après, de la salade, ça faisait le jardin, les arbres, la végétation, Après, je sais pas, je prenais un pull bleu, mettons, et ça faisait la colline, une orange dessus, avec le soleil qui se couche. Enfin, des trucs comme ça. Je faisais les bateaux pirates. Enfin, bref. Et puis, je refaisais le village western, avec des boîtes à chaussures que j'ai découpées, que je peignais, enfin, tout. Et puis, la pâte à modeler, surtout, la pâte à modeler, là, c'était ma très grande passion. Alors je modelais des petits personnages, des clowns, le cirque, tout ça. Et je les trempais dans du vernis mohican. Et alors ça les rigidifiait. Et en même temps, ça leur donnait un beau brillant, comme peut être, pas moi, avec comme étaient les porte-couteaux de ma tante Yvette. Bref. Et avec ça, voilà. Et puis jusqu'au beau jour où mon père m'a apporté un buste de Napoléon. Un plâtre quelconque, moi je connaissais pas ce bonhomme, là, un peu grassouillé avec un drôle de petit chapeau, enfin, pas bien terrible, mais c'était c'est le seul objet que mon père m'a offert personnellement. Et j'avais 6 ans. Alors ce buste, je l'ai mis sur l'étagère au-dessus de mon lit, il est devenu le père absent, enfin voilà, la statue de commandeur, je sais pas moi, tellement de choses avec le temps. Et alors là, après, je faisais des petits soldats de la Grande Armée en pâte à modeler, enfin, vernis et tout. Et puis, je découvrais, là, oui, parce que je découvrais sur des images Malabar, des boîtes d'allumettes, ces magnifiques petits soldats, trop beaux. Certains, on dirait qu'ils sont sortis de La Belle au Bois dormant. Enfin, bref. Et mon père, plus ma passion était pour Napoléon, après j'ai appris que c'était un grand chef de guerre invincible. Ah ouais, moi le fragile petit que j'étais. Bref, et plus ma passion montait pour Napoléon, alors que je connaissais pas à peine son histoire, rien du tout. Et plus mon père se braquait contre Napoléon. Ah oui, c'était venu sa bête noire. Et... ouais, alors j'ai tout entendu, un minus, un cocu, un complexé, un peu. Bref. Et un jour, à l'âge de 12 ans, là, pour ma préparation de la communion solennelle, je sors de l'église qui était juste à côté, la télé de mémé était allumée, et là je vois Albert Dieudonné, un extrait de film dans la séquence du spectateur, et je reste scotché. Mais vraiment scotché. Et là, il avait des cheveux d'Indien, il était jeune, des cheveux d'Apache, là, ouais. Et voilà, et je dis en bégayant, enfin, moi je ne veux pas le refaire. Et alors, c'est Napoléon, et alors, mais qui veut dire, mais Bestiassou, c'est Albert Dieudonné, c'est le Napoléon d'Amelgance, tout ça, et allez, on va encore manger froid avec cette télé, allez, voyons mon gendre, à mon père, si vous avez un peu d'autorité, dites-lui de passer à table. Et mon père, il en a marre avec ce Napoléon, enfin bref, voilà, enfin. Et la télé, je l'ai eue 5-6 ans avant ça, 4-5 ans, parce que mes parents avaient acheté la télé. Mon père vivait à l'américaine, alors, et la télé, personne ne l'avait, et moi j'avais cette boîte magique, voilà, et je voyais un tas de choses, et les films Nouvelle Vague, parce que mes parents étaient coulants, enfin, bref, et je voyais tout, les Truffaut, enfin bref, tout le grand cinéma italien, russe, Gestaï, enfin, Friesland, enfin, et là, ça faisait à peine une semaine qu'on l'avait, cette télé, et je vois apparaître King Kong dans l'écran, là, quand il est en pleine nuit, quand il monte l'Empire State Building.
Mais quelle frayeur, mon Dieu. Enfin, c'est la première semaine, ou les 15 premiers jours. Au début, on me mettait Donald le canard, enfin, voilà. Et là, j'ai eu, alors, King Kong, et après ça, la bête la Belle et la Bête, et en troisième position, Nuit et brouillard. Non, mais... donc, voilà. Et en plus, je ne pouvais pas en parler. J'en parlais à personne, moi, de ça. Je ne pouvais en parler à personne. Ils n'avaient pas télé. Là. Bref, on est à combien, là? Bon, attendez 2 secondes. Hein. Vous voyez, ça va assez vite, quand même. Je ne parle pas trop excité, je ne sais pas. Juin 61. Le mois de ma communion solennelle, le rock'n'roll rentre en France. Alors, alors on m'offre le TEPAS, et puis il y a mon parrain qui m'offre le premier disque des Chaussettes Noires, sorti tout chaud sous presse, avec Tu parles trop. C'était un titre assez provocateur pour moi qui était bègue. Et toute la journée, je chantais « Ouais, tu parles trop, j'entends du soir au matin les mêmes mots. » Et ma grand-mère, c'est qui disait « Mais Paul, vous êtes pas fou d'avoir apporté cette chanson électrique à cet enfant qui est déjà assez énervé, c'est comme ça. » Et là, avec ce nouveau son, c'est qu'arrivé, j'élargissais mon répertoire musical, parce que moi, je parlais en chantant, j'étais grand bègue. Et alors là, tout arrive, Eddie Rivers, Johnny et tout ça, et ça a été le début de la Révolution, parce que la Révolution, c'est pas en 68. En 68, c'est les étudiants, tandis que là, c'était les faubourgs. C'était les classes du certificat d'études. Ouais, c'était la musique des gens des faubourgs. Et puis petit à petit, mon engouement se prend. Après, j'ai 15 ans, je crée un groupe. On m'appelait le Grand-Duc parce que j'étais grand au nom de l'oiseau et un oiseau dans le Midi, le Grand-Duc. Et après, on me surnommait Duc-Eddy. Ouais, Duc-Eddy. Et je passais sur scène dans les trucs de village, mais comme ça, c'était pour s'amuser. Et puis ma passion, c'était surtout Eddie, parce que Johnny, c'était plutôt le rocker de charme, le rocker des filles, tandis qu'Eddie, et c'était un peu le mauvais garçon, Belleville, tout ça, un grand déguindandé, rouquin, là, ouais, habillé comme un diable, avec une veste rouge de 3 tailles en dessous, des pantalons en alpaga, une chevelure avec une coque qui lui faisait 20 cm d'auteur. C'était marqué sur Ici Paris, alors que moi, on m'avait coupé les tifs rasibutes à l'occasion de ma communion solennelle. Mais parfois, je l'avais vu à la télé, il était dans un pull noir avec une petite croix, là, et j'étais fier d'avoir fait ma communion solennelle, parce que mon chanteur préféré portait également une petite croix. Bref, et puis ma passion monte. Alors mon père, déjà que sa bête noire, c'était Napoléon, parce que j'étais passionné par Napoléon. Et alors, sa seconde bête noire, c'était Eddie Mitchell, voilà. Et la première fois que je le vois, j'avais 14 ans, je l'avais jamais vu en vrai. Et là, c'était au théâtre de Montpellier. Il passait pour la première fois seul, en tournée sans les chaussettes noires, parce qu'il s'était séparé d'eux. C'était en 64. Et je m'étais rendu à ce concert avec un ami accompagné de ses parents. Et pour moi, c'était comme mon premier rendez-vous, mon premier carnet de balles. Et là, quand je vois Eddie, il ne correspondait en rien aux images télé. Alors, je ne sais pas si c'est l'impact du direct, le maquillage, tout. Et je reste complètement scotché sur les lobes de ses oreilles, des petits détails infimes. Parce que là, je me découvre idolâtre. Mais je m'en cache pas, l'idolâtrie, c'est encore de l'amour. Hein. Et puis, parce que j'étais au premier rang, et il en avait dans le froc, dans cet mec, un chef. Et le lendemain, à mon père, je lui ai fait la description de cette soirée fantastique.
Et mon père me dit, oui, j'ai vu ces engouements comme ça avant la dernière guerre. Et après, c'était Eddie égale Adolf Hitler. Et puis après, alors, je m'inscris au fans club. Ah oui, bien entendu, j'avais 14 ans. Et là, je suis allé le voir dans toutes ses tournées. Il passait tournées d'été, il passait au Gros du Roi, à Lunel-Viel, aux arènes de Béziers. J'étais toujours devant, à me recevoir des coups de pèlerine sur le dos, de flics. Et toujours à me dévarder, à rentrer dans les coulisses. Voilà. Et je ne sais pas comment, j'étais bègue, mais j'arrivais toujours à l'aborder, à lui parler. Et puis le temps passe. Là, après, il y a 3 ans, là j'avais 19 ans, il passe au théâtre de Montpellier. Et là, j'étais en dépression, ma grand-mère était morte, tout, enfin bref. Et il me tape l'après-midi de tourner autour du théâtre municipal. Et j'entends des sons de guitare aigus là, qui perçaient les murs, et c'était la répète avant le récital. Et alors je veux rentrer, je sonne, et il y a le concierge qui ne veut pas me laisser rentrer. Alors moi je fais me barater, mais il voulait rien m'entendre. Et puis je me dis, il a peut-être posé ses valoches à l'hôtel du Midi, qui est juste à côté du théâtre. Et de ce pas, je me rends à l'hôtel du Midi. Et là, je demande à la demoiselle d'accueil, Eddie Mitchell, enfin non, je dis, Monsieur Claude Moine, est-ce qu'il n'a pas loué une chambre? Alors, elle se registre, non, il n'y a pas de moine ici. Et alors, en dernier recours, je dis Eddie Mitchell. Alors, elle me dit, ah oui, mais justement, son épouse est à haut, et puis sans rien que je demande, elle prend le téléphone et elle appelle Madame Mitchell. Et alors elle me dit, écoutez, elle s'apprête à descendre, si vous voulez attendre dans le hall. Et là, je ne pouvais plus reculer. En plus, j'avais rien lui dire, moi, cette femme. Enfin, bref. Et je vois de belles jambes enveloppées dans un tailleur années 60. Elle avait des yeux peints en œil de biche, elle tenait un petit caniche blanc, mais je connaissais même le nom du chien, enfin c'est un peu con, enfin, bon. Et alors, je sais pas, je lui dis voilà, il y a un méchant gardien là, qui m'interdit le passage. Alors elle me dit du bout du nez, en souriant à la parisienne, elle me dit mais suivez-moi, je vais vous accompagner à mon mari. Et là, je passe devant le concierge, j'étais avec la patronne. Et on passe dans un dédale comme ça, de décors branlants, tout, dans une demi-obscurité. On monte les escaliers, et elle était juste sous mon nez. J'avais enfin bref, à portée de nez. Enfin, à chaque pas, je me heurtais à elle. Il y avait un bruit assourdissant qui se faisait de plus en plus fort. Et je tombe en plein milieu de la scène du théâtre de Montpellier, au milieu de l'orchestre, avec Eddie qui chantait Société Anonyme, je me rappelle. Rien n'est à toi, tu ne vaux pas un seul centime. Et là, elle s'appelait Françoise. Et alors elle agite les bras et elle dit Claude, monsieur veut te voir, Claude. Et moi, je dis, elle est folle, je suis fou, enfin bref. Et d'un coup, d'un geste sec, il arrête la musique, et il vient vers moi. Et à pas lourd comme ça, et je le vois arriver comme une montagne, et j'avais rien à lui dire à part que je le trouvais bien. Et 1 mètre de moi, il s'arrête, et alors il me tend la main, et je suis resté avec lui à peu près 2 heures. Incroyable. Il allait de temps en temps faire des petits réglages, et voilà. Et on a parlé, je ne sais pas sur quoi je l'ai emboubiné. Enfin bref, ça a été extraordinaire. Et puis à la fin, au bout de 2 heures, je remarquais que je m'ennuyais un peu. Oui, c'est paradoxal, mais c'est comme ça. Un fantasme n'est pas fait pour être réalisé.
Et puis j'étais en deuil, la mort de ma grand-mère, c'est vrai que j'étais pas en grande forme. Hein. Bref, et après ça, bon, Eddie, il passe un peu, voilà. Après, ici, il ressort, quand il ressort à Nashville avec les Jordanères en 73, on va le voir avec Arlette. Entre-temps, j'avais fait la connaissance de Long Chris, le parolier de Johnny, et qui était ami avec Eddie, bien entendu. Et puis, parce que Johnny venait à la Scouréjas, là, il passait tous les étés à la maison, chez moi. Et puis, je vois arriver Papa Diamondis à l'hôtel. Il cherchait un hôtel, une chambre. Et il était avec un chien énorme, comme le chien de Walt Disney, là, à pelage, les nœuds blancs, là, énorme, un chien énorme. Bon. Et alors, Chris me présente, dit voilà, c'est Pierre Papadiamondis. Mais j'avais reconnu, malgré qu'il se planque toujours derrière le piano, c'est le compositeur. Voilà. Et là, à l'hôtel, on lui dit les chiens sont interdits, voilà, on ne peut pas. Et alors là, il voulait repartir. Alors là, j'ai dit, oh, ben là, c'est la chance de ma vie, ça. Alors je dis, écoutez, monsieur Pierre Papadiamondis, ne partez pas, ma mère tient un chenil, on va arranger ça. Alors je téléphone à ma mère, allô, maman, il y a un chien à prendre ce chien de Pierre Papadiamondis. Elle me dit, arrête, tu parles trop vite, je te comprends pas. J'ai dit, mais si. Alors elle me dit, non, je suis pleine, j'en ai 23, ça hurle à la mort, tout, là, voilà, je sens que je vais devenir folle. Et alors je lui dis, allez, écoute, t'as qu'à me foutre un dehors. Elle me dit, écoute, quand tu parles comme ça, t'es aussi dingo que ton père. Et vlan, elle raccroche. Bon. Et j'ai pris le clébard à la maison. Et le chien. Alors là, la nuit était infernale. Il dormait sur notre lit. Et c'était le mois d'août. Il jappait comme une locomotive. Ah, pétard, quelle nuit. Ah oui, et la femme de Papa Diamondis, Anouk, nous avait dit surtout, on ne s'en est jamais séparés, et voilà, si vous verrez, c'est un chien très gentil, habitué à un appartement, mais surtout qu'il ne s'échappe pas. Bon. Et le lendemain, on n'avait pas dormi avec Arlette, avec un chien qui pesait une tonne, là, comme ça, une descente de lit, fourrure, là, chaleur. Là. Alors, je suis en pyjama, pieds nus, je descends, j'ouvre la porte pour aller pisser dans le jardin, et le chien qui me passe entre les jambes, et moi qui essaie de le retenir, mais alors, j'étais au rodéo, là, il me désarçonne, et il court dans le jardin, malencontreusement, le portail était ouvert, et se tire sur la route nationale. Et moi, en voyant ça, mon Dieu, la cata. Je lui cours au train. J'étais pieds nus, en pyjama, avec la quiquette à l'air ballante et tout, à 11h du matin. Et en voyant que je pouvais pas le rattraper, je fais demi-tour à la maison parce que Chris avait son vélo de course là, à la maison. Mais moi, j'étais jamais monté sur un vélo, c'est comme ça. Alors, je prends le vélo. Alors, comme j'étais pieds nus, les pédales là, nickelées là, à crampons, ça rentrait dans ma voûte plantaire. Et puis le chien, il me distançait, il me disait, sur la route, les voitures freinaient pile, tout. Non, mais c'était la catastrophe. Et là, je me voyais griller les Papadiamondis, Fini Eddie, c'est la vie, mon chéri. et puis alors, vous me croirez pas, mais ça, j'en ai rien à faire. J'actionnais sans arrêt cette manette, cette foutue manette de changement de vitesse. La roue avant, c'était comme si c'était bloqué. Et d'un coup, il y a la roue avant qui fout le camp. Et comme j'avais une veste flottante, je tombe sur le macadam, là, je me pèle le torse. Et alors, je me suis retrouvé avec 2 cyclettes. et lui, avec la roue qui était partie.
Voilà, et après ça... Oui, alors, tu madame- parles trop, j'entends du soir au matin les mêmes mots, toujours les mêmes refrains. Tu fais bla 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 bla. C'est ton défaut. Non, 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 non. Ne dis pas aux copains que tout nous paraît changé, que l'on voudrait soudain être beaucoup plus âgé. Pour partir toi et moi, sans en aller très très loin, et pouvoir ce jour-là en parler aux copains. Pour partir toi et moi, s'en aller très très loin, et pouvoir ce jour-là en parler aux copains.